débarquement de Normandie, également appelé débarquement en Normandie, ou encore débarquement allié en Normandie, nom de code Opération Neptune, est une opération militaire amphibie et aéroportée alliée de la Seconde Guerre mondiale, lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. C'est la phase d'assaut d'une plus vaste opération qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe, et l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Ce débarquement marque le début de l'opération Overlord, nom de code de la bataille de Normandie. Cette opération Neptune incluait les opérations aéroportées américaines et britanniques pendant la nuit du 6 juin ainsi que les bombardements préparatoires aériens et navals, des défenses côtières allemandes, la traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires, et enfin le débarquement des troupes dès le 6 juin au matin jour J, sur les plages du nord-est du Cotentin et de l'ouest du Calvados, dans les secteurs, d'ouest en est, d'Utah Beach et Omaha Beach et de la pointe du Hawk pour les Américains, Gold Beach pour les Britanniques, Juno Beach pour les Canadiens et Svor Beach pour les Britanniques, incluant les Français libres des commandos KFR. Une fois les plages prises, l'opération se poursuit par la jonction des forces de débarquement et l'établissement d'une tête de pont sur la côte normande, puis l'acheminement d'hommes et de matériel supplémentaires. Les jours suivants voient la mise en place des structures logistiques, port artificiel Mulberry, oléoduc sous-marin Pluto, pour le ravitaillement du front et le débarquement de troupes supplémentaires. L'opération cesse officiellement le 30 juin 1944. Entre le 27 mai et le 4 juin 1940, plus de 338 000 hommes du corps expéditionnaire britannique et de l'armée française, encerclés sur les côtes du nord de la France, regagnent le Royaume-Uni grâce à l'évacuation de Dunkerque. La signature de l'armistice puis l'occupation allemande en France prive les Alliés de l'Europe de l'Ouest continentale. Après l'invasion de l'Union soviétique par l'armée allemande en juin 1941, Joseph Staline commence à demander aux Alliés l'ouverture d'un second front en Europe de l'Ouest. Fin mai 1942, les États-Unis et l'Union soviétique font une déclaration commune sur l'urgence de créer un second front à l'Ouest. Mais le Premier ministre britannique Winston Churchill persuade le président des États-Unis Franklin Delano Roosevelt de retarder le débarquement promis, les Alliés n'ayant pas encore les forces adéquates pour une opération de cette ampleur. Profitant de la présence des troupes britanniques en Afrique du Nord après leur victoire sur les armées allemandes et italiennes, les Alliés passent à l'offensive en Méditerranée en lançant l'invasion de la Sicile en juillet 1943, puis l'invasion de la péninsule italienne en septembre de la même année. Au même moment, les armées soviétiques passaient à l'offensive après avoir gagné la bataille de Stalingrad. La décision de monter un débarquement amphibie à travers la Manche est prise lors de la conférence Trident à Washington en mai 1943. La préparation de l'opération tombe cependant sous la contrainte du nombre de barges et navires de débarquement disponibles, la plupart étant déjà requis en Méditerranée ou dans le Pacifique. À la conférence de Téhéran en novembre 1943, Roosevelt et Churchill promettent à Staline l'ouverture d'un second front pour mai 1944. Réunion du corps expéditionnaire allié du quartier général suprême, chef, 1er février 1944. Au premier rang, le maréchal en chef de l'air Arthur Tedder, le général Dwight David Eisenhower, le général Bernard Montgomery. Rangée arrière, le lieutenant général Omar Bradley, l'amiral Bertram Ramsay, le maréchal en chef de l'air Trafford Leigh-Mallory, le lieutenant général Walter Bedell Smith. Les Alliés ont retenu 4 potentiels lieux de débarquement à l'ouest de la France, la Bretagne, la péninsule du Cotentin, la Normandie et le Pas-de-Calais. Parce qu'il aurait été facile pour les Allemands de prévenir l'avance alliée dans une péninsule, la Bretagne et le Cotentin furent abandonnés. Le Pas-de-Calais étant la plus proche côte Europe continentale depuis la Grande-Bretagne, les Allemands le considéraient comme le lieu de débarquement le plus probable et avaient concentré un grand nombre de troupes et de fortifications. De plus, l'avance dont les terres auraient souffert du grand nombre de canaux et de rivières. Un débarquement en Normandie en revanche permettrait de capturer le port de Cherbourg, d'avancer vers les ports bretons tout en menaçant d'une avance vers Paris puis l'Allemagne. Les Alliés planifient le débarquement pour le 1er mai 1944.
Un plan initial est accepté à la conférence de Québec en août 1943. Le général américain Dwight David Eisenhower est promu commandant du Supreme Mid-Carter Air Expeditionary Force, chef. Le général britannique Bernard Montgomery est nommé commandant du 21e groupe d'armée, qui se compose de toutes les troupes terrestres de l'invasion. En décembre 1943, Eisenhower et Montgomery découvrent le projet de débarquement, proposant un débarquement amphibie de 3 divisions. Les deux généraux insistent immédiatement pour étendre le projet à 5 divisions plus 3 aéroportées, permettant un débarquement sur un front plus étendu et hâter la capture du port de Cherbourg. Le besoin en matériel et en barges et navires de débarquement devient dès lors tel, que l'opération est repoussée à juin 1944. Au total, 39 divisions alliées seront envoyées en Normandie, 22 américaines, 12 britanniques, 3 canadiennes, une polonaise, et une française, pour un total de plus d'1 million d'hommes. Préparation. L'opération Neptune doit répondre à 2 objectifs successifs, établir une tête de pont sur la côte normande puis y acheminer renforts et ravitaillement. Pour cela, Neptune va s'articuler en plusieurs opérations. Dans la nuit du 5 au 6 juin, les opérations aéroportées ont pour objectif de sécuriser le flanc est sur l'Orne et le flanc ouest ainsi que la sortie de plage à l'ouest dans le Cotentin. L'opération Tonga est le parachutage et l'arrivée par planeur de la 6e division aéroportée britannique, sur le flanc est du canal de Caen à la mer, et à Ranville, près du fleuve Orne. Le but est de tenir le flanc gauche du secteur de débarquement, particulièrement les ponts pour empêcher les blindés allemands de rejoindre les plages et permettre par la suite aux blindés britanniques de les utiliser. En effet, la zone du débarquement est bordée à l'est par le canal de Caen à la mer et par l'Orne. Le contrôle des 2 ponts les plus proches de la zone de débarquement, le Pegasus Bridge et le pont de Ranville s'avèrent un objectif stratégique. Les opérations Albany et Boston sont le parachutage de régiments des 101e et 82e divisions aéroportées américaines dans le nord-est du Cotentin. Elles sont précédées par la mise en place des Pathfinder, et suivies par l'atterrissage de planeurs de ces mêmes divisions, Opération Chicago, Keokuk, Détroit et Elmira. Elles sont suivies par d'autres opérations parachutées le 7 juin. Leur but est de protéger le flanc ouest de la zone de débarquement et surtout de contrôler les sorties de plage d'Utah Beach. En effet, celle-ci, contrairement aux autres plages, se trouve sur un cordon littoral isolé par des marais et n'est relié que par quelques routes à la péninsule du Cotentin. En soutien, l'opération Dingson et l'opération Sam West sont le parachutage en Bretagne de 36 parachutistes français en 4 groupes. Traversée de la Manche de la flotte de débarquement et des bâtiments d'appui naval, avec, préalablement, les opérations Gambie, positionnement de 2 sous-marins de poche pour baliser les plages est. Opération Maple, opération de minage naval pour protéger les flancs de la force d'invasion. 6850 mines furent mouillées durant cette opération. Jour J, assaut et débarquement. Bombardement aérien puis naval des défenses allemandes sur la côte devant les plages de débarquement, et des batteries de canons plus à l'intérieur des terres. Assaut sur les 5 plages de la côte normande, Utah Beach, Omaha Beach pour les Américains et Svore Beach, Juno Beach et Gold Beach pour les Anglo-Canadiens. S'y rajoute l'escalade, et la prise de la pointe du Hawk par les Rangers américains. Une fois les plages et leurs abords pris, elles doivent être nettoyées et des chenaux dégagés afin de permettre un débarquement de plus grande ampleur de troupes et de matériel. Jour suivant, mise en place des structures de ravitaillement 2 ports artificiels, dont le port Mulberry. Les Alliés ont renoncé à prendre directement un port en eau profonde. Pour pouvoir acheminer le ravitaillement, l'armement et les troupes, ils vont mettre en place un port artificiel. L'autre port est détruit par une tempête avant sa mise en place, devant une des plages prises. Un oléoduc à travers la Manche, l'opération Pluto. Espionnage et renseignement. Des cartes postales permirent aux services de renseignement britanniques de se familiariser avec l'aspect des côtes normandes. Ils s'aidèrent aussi de cartes topographiques, de photos aériennes prises par des avions de reconnaissance et des renseignements des espions. Opération de diversion.
Avant et durant l'opération Neptune eut lieu l'opération Fortitude, nom de code collectif des opérations de désinformation et de diversion des Alliés dont le but était double. D'abord dissimuler à l'état-major allemand le lieu réel du débarquement en Europe du Nord-Ouest, par le biais de la résistance qui devait faire croire à l'état-major allemand que le débarquement se déroulerait sur une autre plage, c'est-à-dire le Pas-de-Calais qui était le plus prévisible pour l'état-major allemand. Ensuite, une fois le débarquement de Normandie effectué, faire croire qu'il ne s'agissait que d'un débarquement secondaire de diversion. Le premier objectif tactique était d'éviter un renforcement des défenses, ainsi qu'une concentration de troupes en Normandie. Il s'agissait ensuite d'éviter une arrivée trop rapide des renforts allemands dans les premiers jours suivant le débarquement. En particulier, il fallait tenir à l'écart les unités blindées de la 15e armée stationnées dans le Pas-de-Calais, avant que les Alliés aient pu établir une tête de pont suffisamment solide. L'opération Fortitude comprit deux volets, l'opération Ski, britannique, British Fourth Army, armée fictive basée à Édimbourg et en Irlande du Nord pour faire croire à un débarquement en Norvège, l'opération Quicksilver, américaine, First United States Army Group, FUSAG, groupe d'armées fictif commandé par le général Patton pour faire croire à un débarquement dans le nord de la France, utilisant pour ça des chars factices en caoutchouc. Météo et choix de la date. La préparation de l'opération requiert la définition du jour du débarquement, le D-Day, jour J, et d'un horaire défini comme à Achour, l'heure H, où les premières troupes d'assaut amphibies débarqueront. Il fut décidé que le débarquement amphibie se ferait pendant le jour et qu'un clair de lune est nécessaire la nuit précédente. Un débarquement de jour permet un meilleur déploiement des unités navales et des troupes d'assaut. Il accroît également la précision de l'artillerie et de l'aviation. Le clair de lune précédant le débarquement facilite la traversée de la Manche. Afin de limiter le temps d'observation et de réaction de l'ennemi, et de profiter d'un maximum de lumière du jour pour débarquer assez de troupes, il fut décidé que le temps entre le crépuscule nautique jusqu'à 40 minutes plus tard était suffisant à l'aviation et la marine pour bombarder la côte. Controverse stratégique du côté allemand. Dès la fin 1943, Adolf Hitler et ses généraux sont certains que les Alliés vont débarquer en Europe dans les mois qui viennent, mais ils ne savent pas où. Le mur de l'Atlantique est construit par le Troisième Reich le long de la côte occidentale de l'Europe pour empêcher une invasion du continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. Mais ce mur de fortification, que la propagande nazie disait imprenable, comportait d'innombrables lacunes. Les maréchaux Gerd von Rundstedt, aux commandes sur le front ouest depuis 1942, et Erwin Rommel, nommé en janvier 1944 commandant du groupe d'armées B chargé de la défense du nord-ouest de l'Europe, des Pays-Bas jusqu'à la Loire, la zone la plus probable pour le débarquement allié, ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter pour faire face à l'invasion. Alors que Rommel veut repousser les Alliés sur les plages, dès les premières heures du débarquement, von Rundstedt préconise un système de défense plus mobile, des troupes armées et blindées en retrait dans les terres qui, concentrées, livreraient le combat après le débarquement, car selon lui, les Alliés ne pourront combattre longtemps sans disposer d'un port. Von Rundstedt juge donc opportun de maintenir les divisions blindées en retrait, alors que Rommel les souhaite au plus près des côtes. Hitler ne tranche pas entre les deux hommes, 3 divisions seront positionnées près des côtes, le reste à l'arrière. L'ordre de bataille était approximativement le suivant, le First Special Service Brigade comprenant les commandos britanniques numéro 3, numéro 4, numéro 6 et numéro 45, RM, débarque à Ouistreham, dans le secteur Queen Red, à l'extrême gauche. Les hommes du numéro commando 4 sont renforcés par le 1st Troop et le 8e Troop, dont les 177 fusiliers marins français du commandant Kieffer, des 10e commando interalliés. La 3e division d'infanterie britannique et la 27e brigade cuirassée à Svorbitch, de Ouistreham à Lyon-sur-Mer. 41e, RM, commando, de la 4e Special Service Brigade avec les 46e, RM, 47e, RM, et 48e RM commando, débarquent à la droite de Svorbitch. La 3e division d'infanterie et la 2e brigade blindée de l'armée canadienne, la 2e brigade cuirassée et le 48e, RM,
commando à Juno Beach, entre Saint-Aubin-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer. Le 46e, RM, commando à Juno doit escalader la falaise à gauche de l'estuaire de l'Orne et y détruire une batterie, la puissance de feu de cette batterie étant apparue comme négligeable. Le 46e commando est mis de côté comme une réserve flottante et débarque à jour J+1. La 50e division britannique et la 8e brigade cuirassée à Gold Beach, de la rivière à Arromanches. Le 47e, RM, commando sur le flanc ouest de Gold Beach. Le 5e corps US, 1re division d'infanterie et 29e division d'infanterie, de l'US Army à Omaha Beach, de Sainte-Honorine-des-Pertes à Virville-sur-Mer. Le 2e bataillon de Rangers US à la pointe du Hoc. Le 7e corps US, 4e division d'infanterie plus d'autres éléments, à Utah Beach, autour de Poupeville et la Madeleine. Force navale. Le commandement général de la force navale expéditionnaire alliée, incluant le transport des troupes et l'appui-feu naval sur les côtes est assuré par l'amiral britannique Bertram Ramsay qui a été le responsable de la planification du débarquement en Afrique du Nord en 1942, et dont l'une des deux flottes participa au débarquement en Sicile l'année suivante. Cette force navale était divisée en deux Naval Task Force, une occidentale commandée par le contre-amiral américain Alan Kirk, une orientale commandée par le contre-amiral britannique Philip Vian, vétéran du débarquement en Italie. La flotte d'invasion était composée de 6 939 navires, 1213 navires de guerre, 4126 navires de transport et 1600 navires de soutien dont de nombreux navires marchands, provenant de 8 marines différentes, principalement l'US Navy et la Royal Navy mais également plusieurs navires des flottes de pays du Commonwealth, de l'armée française de la Libération, de la marine royale norvégienne, des cargos armés des marines marchandes polonaises, néerlandaises, belges et danoises. Le jour J était initialement prévu le 2 juin 1944 mais les Alliés avaient besoin de la pleine lune pour les parachutager de 40 minutes de jour avant l'heure H. Pour le débarquement. En juin, ces conditions ne se retrouvaient qu'entre le 5 et le 7 juin. Le débarquement fut fixé le 5 juin, puis le 6, en raison des conditions météorologiques trop mauvaises. Traversée de la Manche. La mise en place de cette énorme flotte s'effectua dans tous les ports de la côte sud de l'Angleterre, de Plymouth jusqu'à New Haven, dont il fallut compléter les installations par 130 embarcadères supplémentaires. Déplacer cette armada exigea la définition de 4 passages maritimes depuis les ports britanniques jusqu'à un carrefour au centre de la Manche appelé Spoo ou Piccadilly Circus. De cette zone d'un diamètre de 10 000 marins, 10 chenaux, 2 par plage d'assaut, nettoyés par des dragueurs de mines et balisés de bouées lumineuses permettent aux bateaux, navires de ligne, chalands, d'arriver jusqu'aux 5 plages de débarquement. Les navires se positionnent à environ 10 000 au large des plages entre 2 h et 3 h du matin, le 6 juin. Une part importante de l'opération Neptune était la protection des voies utilisées par les navires alliés et des plages contre la Kriegsmarine. Cela fut confié à la Home Fleet. Les Alliés percevaient de menaces maritimes allemandes importantes, l'attaque par de gros navires de surface stationnés en Norvège et en mer Baltique. Cette menace était sans doute surévaluée par les Alliés qui ne se rendaient pas compte, avant juin 1944, de la grande faiblesse de la marine de surface allemande dont certains navires n'étaient pas en état de combattre, manquaient de carburant, d'équipage et d'entraînement. Ces gros navires ne s'aventuraient plus guère en mer. Il s'agissait du Tirpitz, réfugié dans un fjord de Norvège, d'un croiseur de bataille, le Gneisenau, qui était en réalité hors d'état de combattre, des cuirassés de poche Admiral Shea et Lutzow et de 5 croiseurs. Le gros de la Home Fleet était rassemblé en mer du Nord, avec des navires de ligne récents et les porte-avions que l'amirauté n'avait pas voulu engager dans la Manche à cause de la menace des mines. Elle devait s'opposer le cas échéant à une éventuelle sortie des forces navales de surface allemandes. Le canal de Kiel en mer du Nord avait aussi été miné préventivement, opération Bravado. La seconde menace était les U-boots en provenance de l'Atlantique. Une surveillance aérienne fut mise en place à partir de 3 petits porte-avions d'escorte et par le coastal command de la RAF maintenant un cordon de sécurité jusqu'à 13 à l'ouest de la pointe des Cornouailles. Quelques U-boots furent repérés mais sans représenter de réel danger.
Ceci est confirmé par le récit des auteurs allemands. Les U-boots sont réduits à l'impuissance et perdent leur base de Cherbourg. Le bilan est relativement mince. Une troisième menace existe toutefois avec les unités de S-boat, mais avec 20 vedettes lance-torpilles opérationnelles en Manche et 9 en mer du Nord, c'était bien peu devant l'armada alliée. 10 autres efforts furent déployés pour sécuriser l'approche occidentale de la Manche contre des forces navales allemandes venant de Bretagne ou de la côte atlantique. Des champs de mines furent posés, opération Maple, pour forcer les navires ennemis à sortir hors de leur zone de protection aérienne et à se trouver dans des zones où les destroyers alliés pouvaient les attaquer. L'activité navale ennemie fut mineure mais le 4 juillet, 4 destroyers allemands furent coulés ou forcés de rejoindre Brest. Le Pas-de-Calais fut fermé par des champs de mines, des patrouilles navales et aériennes, des contrôles radars et des bombardements efficaces des ports ennemis de la zone réduisant les risques de raids allemands. Les forces navales allemandes de la zone étaient d'ailleurs assez faibles mais pouvaient être renforcées depuis la mer Baltique. Mais cette flotte devait surtout servir à protéger le Pas-de-Calais où les Allemands attendaient le débarquement et aucune tentative de forcer le blocus allié ne se produisit dans ce secteur. La couverture navale fut un succès, plus de 300 destroyers et escorteurs étaient chargés à l'entrée de la Manche de refouler les bâtiments légers et les U-boots allemands. Il n'y eut pas d'attaque par ces derniers et seulement quelques tentatives par des navires allemands de surface, sans conséquence sur la flotte alliée. Les seules pertes de navires en mer furent le fait de mines ou de rares excursions aériennes allemandes après le 6 juin. Un assaut aéroporté a été mené à Sainte-Mère-Église, par la 82e Airborne et en arrière de Utah Beach, pour prendre le contrôle des routes menant de Poupeville, à la côte, par la 101e Division aéroportée, durant la nuit du 5 au 6 juin. Les Britanniques quant à eux ont envoyé la 6e Division aéroportée commandée par le Major général Richard Gall pour prendre d'assaut le pont de Bénouville sur le canal de Caen, appelé Pegasus Bridge par la suite, et le pont sur l'Orne, en planeur, ce qui permit d'être plus discret et surtout précis. Les Alliés ont réussi à prendre leurs objectifs. Au début de l'opération Neptune, se déroula l'opération Gambie quand les 2 sous-marins miniatures britanniques, appelés X-Craft, vinrent se mettre en position près des plages pour guider la flotte d'invasion. Les troupes d'assaut débarquèrent sur les 5 plages, désignées par les noms de code, Severn Beach, Juno Beach, Gold Beach, Omaha Beach, et Utah Beach. L'opération Neptune ne se limita pas seulement au transport des troupes d'assaut. Elle assura le ravitaillement des têtes de pont. Ce qui était une source d'ennui pour l'état-major allié à cause de l'absence de ports en eau profonde disponibles dans les premiers jours de la bataille de Normandie. Les Alliés ne pouvaient disposer que des petits ports de pêche de Port-en-Bessin et Courseulles dont la capacité d'accueil était minime, ce qui limitait l'ampleur du débarquement. Pour résoudre ce problème, les Alliés conçurent d'apporter leurs ports avec eux. 15 jours après le débarquement, débuta la mise en place de 2 ports artificiels, les Mulberry face aux plages de Saint-Laure-sur-Mer, Mulberry A, port américain, et d'Arromanches, Mulberry B, port britannique. Ces 2 ports devaient être capables de permettre le débarquement de 6500 véhicules et 40 000 tonnes d'approvisionnement par semaine. Une tempête détruisit le Mulberry A américain et endommagea le Mulberry B britannique et dans les faits, la majeure partie du débarquement du matériel et des troupes continua à se faire par les plages, et par l'utilisation intensive et plus qu'initialement prévue des petits ports côtiers, et ce jusqu'à la prise et la remise en état du port de Cherbourg pour pouvoir acheminer du carburant, des munitions et des soldats en renfort. Approvisionnement en carburant. L'approvisionnement en carburant était un des éléments vitaux de la réussite de l'opération Overlord. Les Alliés avaient estimé leurs besoins à 15 000 tonnes à J+41, soit le 15 juillet, pour approvisionner en essence les 200 000 véhicules qui auraient déjà été débarqués mais également l'ensemble des avions ou le mazout des navires de la zone. Pendant les 10 premiers jours, les Alliés faisaient échouer sur les plages DLCT remplies de jerrycans d'essence. En parallèle, 2 points d'ancrage pour pétroliers étaient installés au large de Sainte-Honorine-des-Pertes et reliés à la côte et au mont Cauvin par des tuyaux souples. Un terminal pétrolier sommaire était installé le long des jetées de Port-en-Bessin et relié lui aussi au mont Cauvin par un oléoduc. À partir du 15 juillet,
Ces systèmes d'approvisionnement dits mineurs devaient être remplacés par des systèmes de plus grande échelle à partir du port de Cherbourg reconquis. Le terminal pétrolier d'avant-guerre de la Marine nationale de la digue de Kerqueville devait être remis en marche avec l'accostage de gros pétroliers mais surtout avec la mise en place d'un oléoduc sous la Manche. Mais les importantes destructions allemandes du port ne permirent aux premiers pétroliers alliés de n'accoster à Kerqueville que le 25 juillet et la mise en place de l'oléoduc fut elle aussi retardée. Opération Pluto. Il s'agissait de dérouler entre l'île de Wight et Kerqueville, soit une centaine de kilomètres, 10 tuyaux souples sous la mer, pipeline Océan ou Pluto, ce qui n'avait encore jamais été fait dans l'histoire. Initialement, le premier tuyau devait entrer en fonctionnement le 18 juin, soit 12 jours après le débarquement. Mais la prise de Cherbourg plus tardive, le long nettoyage des eaux du port et le mauvais temps retardèrent sa mise en service de 6 semaines et il ne put entrer en fonction qu'au début du mois d'août. Néanmoins, le manque de carburant ne se fit pas trop sentir, le front progressant peu. Le fonctionnement de Pluto se révéla également insuffisant, chaque tuyau ne fournissant pas les 300 tonnes par jour initialement prévues, obligeant les Alliés à poursuivre des débarquements de carburant sur les plages, à décharger dans le port de Courseulles-sur-Mer et à continuer de faire fonctionner le terminal de Port-en-Bessin. Par la suite, avec l'avancée des Américains, Pluto fut prolongé par un oléoduc terrestre jusqu'à Avranches. Au mois d'août, il sera redirigé vers la Seine et Paris. 7500 sapeurs américains et des 2500 prisonniers de guerre allemands participeront aux travaux de cet oléoduc. Postérité et commémoration. La première commémoration du débarquement a lieu en 1945, à Romanche, en présence de l'ambassadeur britannique Duff Cooper et de sa femme, Diana Cooper, et de soldats anglais. Depuis, chaque année, des commémorations ont lieu le 6 juin pour célébrer le débarquement et le début de la libération de l'Europe de l'Ouest. Jusque dans les années 1980, les commémorations du débarquement sont essentiellement militaires, les chefs d'État ne sont pas représentés. Leur mise en place après la guerre doit beaucoup à Raymond Triboulet, député du Calvados et plusieurs fois ministre des anciens combattants. Aucun président américain ne vient sur les plages normandes, avant Ronald Reagan, excepté Jimmy Carter en 1978, mais à titre privé. Ce phénomène commémoratif assez récent tient en particulier aux réticences du général de Gaulle à célébrer une opération militaire anglo-américaine, dont les Français avaient été en grande partie exclus. En 1964, le général de Gaulle refuse de participer au 20e anniversaire du débarquement, il délègue l'un de ses ministres qui déclare que le succès du D-Day était dû à la résistance française. Mais dans le contexte de guerre froide, afin de montrer aux soviétiques que la Seconde Guerre mondiale n'avait pas uniquement été gagnée à l'Est mais aussi à l'Ouest, le bloc occidental décide de médiatiser davantage ce cérémonial. Le tournant est dû à François Mitterrand qui, en 1984, transforme la cérémonie militaire d'alors en cérémonie politique où sont invités les chefs d'État. L'historien Olivier Oyeviorka note ainsi, dorénavant, les commémorations ne sont plus axées sur l'idée de victoire, mais sur l'idée de paix, de réconciliation et de construction européenne. Cela va de pair avec une américanisation de l'événement, qui se manifeste avec l'emprunt à l'anglaise américain du terme vétéran. Après la chute de l'URSS, d'autres nations se joignent aux commémorations, comme en 2004 l'Allemagne, avec le chancelier Gerhard Schröder, et la Russie,